Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne. Le Laboratoire des bibliothèques est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence intitulée « Quel est l'impact actuel du numérique ?» Donc, pour rappel, Bibliomédia est une fondation nationale qui soutient les bibliothèques et fait la promotion de la lecture. Et le laboratoire est son service de médiation culturelle. Cette conférence s'inscrit dans notre programmation de l'année 2023, durant laquelle nous investissons un certain nombre d'objectifs de l'agenda 2030 et plus précisément de Biblio 2030. Nos axes de travail touchent au domaine de la durabilité et des alternatives durables, comme par exemple avec la conférence d'aujourd'hui, aux migrations et aux récits de migration, et au partage de savoir et à l'encouragement de l'autonomie culturelle. Donc, nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Cette présentation, comme vous le voyez, est enregistrée et elle sera mise en ligne sur notre site Internet et notre chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle on ne vous voit pas et ne vous entend pas en tant que spectateur ou spectatrice, mais vous pouvez tout au long de la conférence, bien évidemment, poser des questions dans le chat ou réagir si vous avez envie de partager quelque chose avec nous. La conférence va durer environ 1 heure et quart, et puis nous prendrons un moment à la fin justement pour les questions-réponses. Si vous ne souhaitez rien manquer de notre programmation et puis des événements à venir, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre newsletter ou à consulter régulièrement notre site Internet. La thématique d'aujourd'hui sur le numérique durable est une réflexion qui, en tout cas pour Bibliomédia, s'est intensifiée depuis la pandémie où nous avons un peu, par la force des choses, mais aussi naturellement, transformé un certain nombre de nos offres en version numérique. Et comme pour chaque changement de pratique, ça soulève un certain nombre de questions et d'interrogations que nous avons souhaité aujourd'hui porter en dehors de nous. Donc, il ne s'agira pas aujourd'hui de débattre de la place du numérique à la bibliothèque ou de ce que le numérique peut faire à la bibliothèque. Ce sont des recherches et réflexions qui ont été couvertes assez largement dans la littérature. Nous pouvons par exemple citer le livre « Valoriser et diffuser les arts numériques en bibliothèque, pratiques et enjeux » qui a été publié aux presses de l'Antibes en 2021, ou encore le livre à paraître en mai 2023 de Véronique Mesguich qui s'appelle « Les bibliothèques face au monde des données ». Si ça vous intéresse, je vous remettrai les références dans le chat tout à l'heure. Donc, nous avons volontairement voulu sortir un petit peu du monde des bibliothèques pour aller à la rencontre du monde de l'informatique. Donc, je me tourne vers vous, Stéphane. Stéphane Lecornet, donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur développement logiciel diplômé IMT Atlantique et puis actuellement chef de projet au Media Engineering Institute à Yverdon. Vous êtes actif dans le développement lié à la transition numérique avec une sensibilité particulière aux conséquences sociales et environnementales du numérique. Et vous êtes également membre du comité scientifique de l'Institut numérique responsable suisse. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation et puis je vous passe la parole. Parfait. Merci tout d'abord pour l'invitation. Et puis, en effet, je vais vous présenter les grands enjeux actuels du numérique au niveau de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement ou la société. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander un peu de réagir de manière interactive. Donc, je ne sais pas, soit si vous avez un téléphone, vous pouvez scanner le QR code, soit ouvrir un tab ou un navigateur Internet, puis aller sur le site menti.com. L'idée, c'est de poser une ou deux questions pour commencer à rentrer un peu plus concrètement dans le sujet. Je vais laisser quelques secondes pour que vous ayez le temps de vous connecter. Et alors, du coup, la présentation, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais le but, c'est vraiment d'essayer de vous sensibiliser aux enjeux actuels du numérique, puis principalement donner les ordres de grandeur de qu'est-ce qui a le plus d'impact et pourquoi c'est aussi important de s'intéresser à l'impact du numérique. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez toujours aller sur le site si vous ne l'avez pas encore fait. Mais voilà, pour une première question, je pense qu'il faut un peu se poser la question d'où on en est personnellement. J'aimerais que vous réfléchissiez un peu au nombre d'appareils numériques que vous possédez à la maison. Alors, ça peut être les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les boîtiers connectés, les modems, box Internet, répétiteurs Wi-Fi. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'objets connectés. Et l'idée, c'est d'avoir un peu un aperçu du nombre d'objets qu'on a chez nous et de l'impact que ça prend au jour le jour dans notre quotidien. C'est assez intéressant parce que du coup, j'ai fait le même sondage il y a quelques semaines à l'école d'ingénieur et il y avait beaucoup plus de personnes dans la catégorie plus de 10 objets connectés. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir voilà, les gens sont assez répartis, je vois actuellement. Et on voit du coup, la dernière fois, c'était avec le Centre national
le centre professionnel du Nord vaudois, où il y avait une population un peu plus jeune et très connectée. Et on voit que là, il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient plus de 10 objets connectés. Maintenant, si je vous demandais de réfléchir à combien sont dans des tiroirs. Donc la question là, je trouve qu'elle est assez pertinente parce qu'au niveau mondial, il faut savoir qu'il y a environ 50 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques qui sont générés chaque année. Parmi ceux-là, il y a un taux de collecte qui est assez faible, de l'ordre de 37%. Et puis même une fois collecté, il y a le taux de recyclage qui va être encore beaucoup plus faible, que ce soit au niveau des matériaux ou des autres matières qu'on pourrait récupérer. Et en France, il y a une étude récemment qui avait estimé qu'il y avait environ 100 millions de portables usagés qui traînaient dans les tiroirs. Alors, on est nombreux à des fois voir l'ancien smartphone en disant que peut-être une fois ça me servira si le nouveau ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est intéressant de voir un peu les habitudes qu'on a et qu'on ne pense pas toujours à recycler, donner ou revendre son matériel ancien. Maintenant, avant de rentrer vraiment dans le cœur du numérique et de l'impact du numérique, je trouve que c'est important de peut-être s'intéresser, prendre un peu de hauteur et voir pourquoi c'est important de s'intéresser à ça. Moi, je vais aller très brièvement parce que je pense que c'est des sujets maintenant qui sont assez connus de la plupart des personnes, mais il y a un certain nombre de limites planétaires qui ont été définies par le Stockholm Resilience Center, qui sont des limites au-delà desquelles, si elles sont dépassées, on a un grand risque que les écosystèmes ne puissent pas se renouveler. Et du coup, il y a une vraie incertitude et un vrai risque si ces limites sont dépassées sur la viabilité de la vie sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont défini 9 limites planétaires. Donc, on peut penser au réchauffement climatique, qui est une des plus connues, mais aussi la couche d'ozone, l'acidification des océans ou la quantité d'eau douce. Et dernièrement, il y a déjà 6 de ces limites qui seraient dépassées. Si je me concentre un peu plus sur, pour commencer, le changement climatique, donc là, c'est un des graphiques qui vient d'un rapport du GIEC qui date de 2017, mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, on voit sur la gauche la courbe d'accroissement des températures qui s'oriente assez drastiquement vers un réchauffement de plus de 2 voire 3 degrés si on continue dans l'état actuel. Donc, il y a les accords de Paris qui essayent de nous limiter à 1,5 degré, mais on voit que même si on répète depuis longtemps qu'on ne va pas dans la bonne direction, pour l'instant, on agit assez peu concrètement. Et ce qui est aussi intéressant de se rappeler, c'est que si on parle de réchauffement moyen de 1,5 degré au niveau planétaire, ce n'est pas uniformément réparti. Par exemple, en Suisse, on a déjà plus ou moins atteint ces 1,5 degrés et on voit que l'état dans les Alpes, il y aura vraiment un réchauffement qui sera plus important que, par exemple, au-dessus des océans, avec évidemment un impact beaucoup plus important sur la fonte des glaciers ou le climat alpin. Si on regarde maintenant concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter 1,5 degré, donc on voit la chute drastique des émissions de CO2 qu'il faudrait réaliser. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas un petit changement, mais probablement un changement vraiment très conséquent de nos modes de vie et de nos utilisations des technologies qu'on va devoir faire. Et c'est dans ce sens-là que même si le numérique a peut-être pas encore un impact très important, on va le voir plus tard dans les chiffres, mais même cet impact-là, on doit réfléchir dès maintenant à quel est l'impact et les émissions de CO2 qui sont liées au numérique et essayer de réduire partout où c'est possible. Un autre enjeu pour le numérique principalement, c'est tout ce qui est lié à l'épuisement des ressources. Du coup, là, on peut regarder un peu l'augmentation des extractions de matières premières au niveau mondial qui est passée de 6 milliards de tonnes au début du XXe siècle jusqu'à environ 90 milliards de tonnes maintenant. On voit bien aussi sur la courbe à droite que c'est vraiment une montée exponentielle de la quantité de tonnes de matières premières extraites. Faut aussi savoir qu'il y a environ 30 matières premières qui ont été déclarées comme critiques au niveau de l'Union européenne. Donc, il y a vraiment des matières premières actuellement pour lesquelles on sait qu'on risque d'avoir un problème d'approvisionnement et qui sont nécessaires pour un certain nombre d'elles pour ce qu'on appelle les technologies de transition verte, que ce soit les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Une autre problématique, c'est que pour ces ressources, elles ne sont pas uniformément réparties aussi au niveau mondial. Et par exemple, la Chine représente 98% des terres rares. Donc, il y a aussi des questions géopolitiques qui peuvent se poser dans ces cas-là. Si on regarde concrètement quelques exemples
d'épuisement des ressources. Donc, on voit que pour l'antimoine, selon la vitesse d'utilisation de ces prochaines années, on est déjà à de l'ordre de 10 ans maximum des réserves, si on les utilise comme actuellement, voire si ça s'accélère encore moins jusqu'à 4 ans. Et on voit que pour un certain nombre de métaux ou d'autres matières premières, c'est vraiment une question qui devient problématique. Maintenant, pourquoi le numérique en soi, ça peut avoir un impact là-dessus? C'est vraiment important de se poser la question. C'est qu'on se rend compte, puis on l'a vu ces dernières années, il y a vraiment une numérisation croissante de la société, avec de plus en plus de numérisation dans les entreprises, mais aussi au niveau des loisirs, et puis de plus en plus d'objets connectés. Donc là, la partie bleue, ça va vraiment être les transferts ou les appareils qui sont des objets connectés ou des serveurs de machine à machine. On voit aussi une augmentation forcément des smartphones, des téléconnectés, des tablettes. Donc, c'est de ce point de vue-là où, quand on regarde l'augmentation en milliards d'appareils, qu'il faut vraiment commencer peut-être aussi s'intéresser à l'impact du numérique et en plus de la mobilité et des autres enjeux sociétaux, évidemment. Maintenant, si on rentre un peu plus concrètement dans l'impact du numérique, du coup, là, je vais vous demander de reprendre votre smartphone quelques instants pour un petit quiz si ça charge. Ouais. Donc là, la question, c'est à votre avis, quel est actuellement l'impact du numérique au niveau mondial, au niveau des émissions de gaz à effet de serre? Bon, pour cette question, je me suis concentré sur cet aspect-là, cet indicateur. Alors, en effet, pour l'instant, donc la majorité a trouvé, c'est estimé selon les études entre 4 à 6%, ce qui est à peu près le même taux que l'aviation civile, même si c'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, je suis pas forcément fan de cette comparaison, mais pour donner un ordre de grandeur, c'est en effet 4 à 6%. À l'heure actuelle, on va voir que ça pourrait être plus important. Maintenant, si on regarde plus concrètement certains chiffres, donc dans cette étude, c'est estimé à 4,2% de la consommation d'énergie primaire et environ 3,8% ou 4% des émissions de gaz à effet de serre. On se rend compte que ça a aussi un impact sur la consommation d'eau, donc ça c'est au niveau de la fabrication des ressources, et la consommation d'électricité du numérique, que ce soit les data centers ou les appareils des utilisateurs, représente environ 5,6% de la consommation mondiale. La consommation électrique en soi n'est pas forcément un indicateur très pertinent parce que ça va vraiment avoir un impact complètement différent si c'est des sources d'énergie renouvelables ou des sources fossiles. Mais ça reste intéressant de voir que ça représente déjà presque 6% de la consommation électrique mondiale. Au niveau de la France, je n'ai pas trouvé de chiffre pour la Suisse, mais je pense que c'est assez comparable. On est environ à 6,2% de la consommation d'énergie primaire, 3,2% des émissions de gaz à effet de serre, 2,2% de la consommation en eau, et ça correspondrait à 4 milliards de tonnes d'excavation de terre pour tous les appareils qu'on utilise et qu'on a dû fabriquer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme je disais, avec la numérisation croissante, là, on voit sur ce schéma que le trafic Internet explose depuis les années 2010. Donc, cet impact qui est actuellement de 4% environ, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on va réussir à le maintenir à ce niveau-là ou est-ce que ça ne va pas exploser beaucoup plus fort? On voit donc du coup sur ce graphique le trafic Internet, les débits Internet qui explosent. À côté, évidemment, en parallèle, les débits des data centers et des centres de données qui explosent plus ou moins à la même vitesse. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, si on regarde la consommation d'énergie des data centers, on a réussi à la conserver de manière assez stable grâce aux énormes progrès d'efficacité et d'efficience qu'on a eus. Par contre, on arrive vraiment à la limite quasi théorique de ce qu'on peut faire dans les plus grands data centers, qui sont les data centers hyperscale, où la quantité d'énergie pour tout ce qui est refroidissement et autres commence à être minime par rapport à la quantité d'énergie de calcul. Du coup, jusqu'à maintenant, on a réussi à stabiliser cette consommation, mais on peut vraiment commencer à se poser la question ces prochaines années, est-ce qu'on va réussir à garder ces gains en efficience
Et du coup, voilà, pour illustrer un peu ça, donc actuellement, on est entre 3 et 4 et voilà, selon le scénario qu'on choisit, on pourrait atteindre jusqu'à 7 des émissions de gaz à effet de serre en 2025. Et c'est là, si on se rappelle la courbe des émissions de gaz à effet de serre qui doit vraiment diminuer de manière drastique, est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'avoir 7 des émissions qui sont liées au numérique alors qu'on doit vraiment réduire partout ces émissions-là. Et puis voilà, donc là, c'est le Shift Project, qui est un institut français qui essaye de regarder l'impact sur la société lié à la décarbonation. Et eux, ils ont un scénario qui serait plus sobre numériquement, où là, on arriverait du coup à limiter l'impact à 4 . Alors, ce qui est intéressant de se poser la question aussi, c'est du coup, voilà, le numérique a un impact, mais est-ce que ça peut pas avoir aussi un impact positif en parallèle? Donc, il y a le World Economic Forum qui croit, par exemple, ou qui pense que la numérisation, c'est vraiment ça qui va nous permettre de sauver la planète et de réduire le réchauffement climatique. On va voir en détail que peut-être derrière, il y a d'autres effets qui peuvent empêcher ça. Mais il y a aussi beaucoup de communication. Par exemple, il y avait cette publicité l'année passée pour e-bill qui met en avant le fait de passer à la facture électronique pour limiter la déforestation. Alors, sans mettre en cause ça, en effet, si on n'imprime plus de factures, on aura beaucoup moins de papier qui est utilisé, mais c'est un peu oublié derrière les serveurs qui sont aussi des entités matérielles qui ont besoin d'électricité, etc. Donc, c'est toujours difficile de comparer deux impacts différents, ici la forêt avec le passage au numérique. Et on a beaucoup eu ces 10-20 dernières années du marketing dans cette direction-là, qui mettent en avant le nuage, le cloud en anglais, donc tous ces services numériques dans le nuage, donc qui nous semblent dans l'imaginaire collectif complètement intangibles, avec pas d'effet probablement, puisque c'est aussi léger qu'un nuage. C'est là où je pense qu'il faut un peu remettre en cause cet imaginaire collectif ou ce marketing qui a été fait sur le numérique. Et voilà, je vais essayer de rentrer un peu plus en détail sur peut-être certaines illusions du numérique. Alors tout d'abord, le numérique n'est pas du tout immatériel. Donc on voit sur ces petites animations, si je dois avoir un service numérique en ligne, par exemple, regarder une vidéo sur YouTube, il y a l'ordinateur qui doit communiquer à travers un réseau informatique vers un data center. Et à chaque étape de ce transfert de données, il y a évidemment de l'électricité qui va être utilisée pour faire tourner les data centers, la sauvegarde des vidéos, le calcul, l'envoi des fichiers. Il y a de l'énergie qui est nécessaire pour l'usage aussi du réseau Internet en soi, dans tout ce qui est modem, répétiteur, etc. Et évidemment, de l'électricité pour l'appareil personnel, que ce soit l'ordinateur, le smartphone. Mais en plus de ça, il y a aussi de l'énergie qui a été nécessaire à la fabrication. Donc, il y a aussi toutes les ressources qui ont été nécessaires pour la fabrication du data center, la fabrication des réseaux fibre optique, les énormes câbles transatlantiques, etc. Et la fabrication de l'appareil de l'usager. Donc, à chacune de ces étapes, que ce soit de la fabrication ou l'utilisation, un certain nombre de ressources qui vont être nécessaires. Et c'est toujours des ressources matérielles. Il y a vraiment peu d'immatériel dans ces services numériques. Pour illustrer un peu ça et contrebalancer le côté du numérique matériel, donc ça, c'est un data center de OVH Cloud qui était celui qui faisait de la publicité justement sur l'Internet dans le nuage. Donc, ils ont leur data center qui a pris feu il y a quelques années. Et puis là, du coup, il y a des centaines de sites français qui se sont rendus compte que c'était pas vraiment immatériel à ce moment-là leur service, puisqu'il y a beaucoup de sites qui ont été bloqués, que ce soit des sites gouvernementaux ou des sites d'éducation, parce que du jour au lendemain, leur data center avait pris feu et voilà, fallait tout remettre en place dans un autre espace. Maintenant, pour un peu regarder les différentes études qui ont été faites sur l'impact positif du numérique, qui, à mon sens, sont surévaluées, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Il y a assez peu d'études scientifiques, en fait, qui ont été faites sur l'impact positif que pourrait avoir le numérique. La plupart des études, c'est les études SMART, qui viennent d'une association GESI, qui est principalement formée d'acteurs majeurs du numérique, qui sont en grande majorité des fournisseurs télécoms, dont Swisscom.
Et du coup, ils ont fait un certain nombre d'études en regardant quel pouvait être l'impact du numérique. Donc, on voit qu'ils estiment une partie d'impact du numérique. Mais par contre, quelles pouvaient être les optimisations que le numérique pouvait permettre, que ce soit au niveau de la logistique, de la mobilité plus intelligente, de l'optimisation des processus. Et on voit qu'en 2008, ils avaient par exemple estimé qu'il y avait un impact x5 du numérique sur les émissions de gaz à effet de serre, que ça pouvait permettre d'économiser x7 en 2012 et jusqu'à x10 en 2019 pour 2030. Ce qui est problématique dans ces études, c'est qu'il y a souvent une surestimation de l'efficacité ou de la substitution. Donc, ils prennent vraiment le cas meilleur de regarder, par exemple, un compteur électrique intelligent. Ça peut permettre d'économiser, grâce aux utilisateurs qui font plus attention, jusqu'à 10-20% d'électricité. Je ne sais pas exactement, mais ils vont vraiment prendre le chiffre maximum possible, aussi pour les thermostats intelligents, par exemple. Ils vont prendre aussi le taux d'absorption maximum, donc ils vont vraiment estimer que tout le monde utilise ce gain d'énergie et d'efficacité. Ils surestiment souvent l'effet long terme, ou en tout cas, ils ne prennent pas en compte le fait qu'à long terme, certains changements d'habitude ne sont pas forcément faciles à tenir. Donc, on a par exemple souvent les compteurs électriques ou le fait d'avoir sa consommation électrique en temps réel. On voit que les premiers mois, les foyers vont faire beaucoup plus attention, peut-être lancer les machines à laver la nuit, le week-end en heure creuse, essayer d'éteindre plus souvent la lumière ou les objets en veille. Mais c'est des habitudes qui, des fois, 6 mois après, sont pas aussi importantes. Donc, il y a un taux d'efficacité qui diminue des fois de moitié quand les gens reprennent un peu leurs habitudes et font moins attention. Et surtout, un des manques, c'est qu'ils vont pas du tout réfléchir aux effets indirects négatifs qu'il pourrait y avoir, que ce soit des effets d'induction ou des effets rebond directs ou indirects. Par exemple, pour illustrer un peu l'effet rebond, donc c'est quelque chose qui avait été théorisé à l'époque des machines à charbon, où un scientifique britannique s'était étonné que les machines à vapeur étaient de plus en plus efficaces, mais que, bizarrement, parallèlement, la consommation de charbon augmentait, du coup, du fait que beaucoup plus de personnes utilisaient des machines à vapeur. Un cas plus concret classique, c'est le cas, par exemple, d'une voiture qui va être plus économe en essence, et l'effet de rebond direct, ça serait le fait de faire plus de kilomètres. Vu que ça nous coûte moins cher de faire un plein, on va peut-être pouvoir utiliser plus souvent la voiture et aller plus loin. Un autre effet rebond direct, c'est le fait qu'on ait des voitures de plus en plus lourdes. Donc, on a fait des gros gains d'efficience ces dernières années, mais on est passé à des voitures d'1,5 tonne qui consomment toujours 5 litres au 100, par rapport à il y a 10-20 ans où elles étaient beaucoup plus légères, mais elles consommaient plus ou moins la même quantité d'essence. L'effet rebond indirect qui est plus difficile à estimer, ça serait le fait d'économiser sur l'essence et du coup de faire un week-end en EasyJet à Barcelone, où là, évidemment, l'efficacité qu'on avait eue sur la voiture serait totalement perdue, voire surcompensée du côté négatif. C'est ce qu'un scientifique, Lawrence Hilty, explique assez bien, je trouve. Donc, je vais juste reprendre un peu les thèses qu'il met en avant. Mais donc, concrètement, en effet, la transition numérique, elle propose une énorme opportunité de réduire les dommages liés à l'environnement. Ça vient principalement du fait que c'est très efficace pour faire différents processus avec une consommation d'énergie qui est proche de zéro ou quasi nulle. Donc, on a vraiment, en effet, des gains qui peuvent être apportés par le numérique au niveau de l'optimisation du processus. Les data centers sont de plus en plus optimisés, etc. Malheureusement, il y a, voilà, cette opportunité, elle est souvent ratée parce qu'on a le problème qu'on va être surcompensé par les effets rebonds, d'avoir en contrepartie une augmentation des usages ou une augmentation des bandes passantes, etc. C'est par exemple aussi visible dans certains cas très particuliers. Donc, le numérique est très efficace. Par contre, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui, même si en soi chaque calcul est optimisé au maximum, vu qu'on a un déploiement très très important, ça correspond quand même à des consommations énergétiques énormes qui n'existaient pas il y a quelques années. La même chose pour le Bitcoin ou les cryptocurrencies, même si je ne rentrerai pas forcément
dans le détail. On a aussi de plus en plus besoin de matériel pour les utilisateurs, avec de plus en plus de téléphones, d'ordinateurs de plus en plus puissants. Et on reste dans le principe de souvent pousser les gens à la consommation de données ou d'usage. C'est là où je trouve du coup intéressant de parler un peu plus concrètement des usages du numérique. Et voilà, donc là, je propose de nouveau une petite question. Ça se charge. Donc, si on prend le cas concret d'un usage assez classique maintenant sur Internet, qui serait l'usage de la vidéo, je vous propose de réfléchir à votre avis, quel pourcentage du trafic Internet la vidéo représente actuellement? Alors, en effet, c'est de 60 à 80%, ça dépend vraiment des études en fonction de est-ce qu'on considère tous les usages de vidéo, mais c'est vraiment ça. C'est la grande majorité actuellement du trafic Internet provient de la vidéo. Donc, si on regarde sur ce graphique, on voit les évolutions du trafic qui avait été estimé par Cisco de 2017 à 2022, et on voit clairement que la partie bleue, du coup, ça représente la vidéo sur Internet. Et également en partie, la partie verte qui est plutôt tout ce qui est lié à la vidéoconférence ou la vidéo à la demande spécifiquement. Si on regarde plus précisément les chiffres, on s'aperçoit que c'était estimé en 2022 400 exabytes de données par mois. Alors, c'est un peu difficile de se rendre compte c'est quoi un exabyte. Donc, un exabyte, c'est environ 1 milliard de gigabytes. Et il y a une petite illustration sur le côté qui montre que si un gigaoctet, c'était la taille de la Terre, un exabyte, ça serait la taille du Soleil. Donc, c'est vraiment, on commence à être dans des niveaux de débit et de transfert de données qui commencent presque à être difficiles à appréhender tellement c'est des chiffres importants. Donc, on voit qu'on a eu ces dernières années vraiment une explosion des débits, alors principalement par la vidéo, et que ça a été du coup accéléré beaucoup par la pandémie. Donc ça vient d'un rapport Sandvine qui regarde un peu le trafic sur Internet. Et on voit du coup qu'en 2020, donc on voit que les débits étaient assez faibles en 2019 comparé à l'explosion qu'il y a eu en 2020, principalement les données vidéo, que ce soit YouTube, Netflix. Il y a un petit ralentissement en 2022, mais pas pour tous. Par exemple, on voit que Netflix a une croissance qui continue à être assez constante. Et en parallèle, voilà, tous les autres sites de streaming continuent également à augmenter régulièrement. Pour rentrer plus en détail, c'est quoi les sources en fait de ces débits énormes? C'est principalement alors les GAFAM, mais actuellement on appelle ça plutôt les MAMA, parce que Meta, Facebook s'appelle maintenant Meta et Google Alphabet. Mais du coup, c'est Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft et Apple principalement, et Netflix. Donc on oublie souvent, on oublie dans les GAFAM Netflix, qui est assez récent, mais qui au niveau des débits devient vraiment important, puisqu'il il représentait 10% environ en 2021, et maintenant il est monté jusqu'à 14% environ. Donc c'est vraiment un des gros contributeurs au niveau des usages des débits Internet et de l'utilisation de services numériques. Alors pourquoi la vidéo, en fait, c'est la source principale des débits actuels? C'est parce qu'on a eu une explosion de la qualité et de la résolution des vidéos. Donc là, on voit les débits standards, c'est environ 700 mégaoctets par heure. C'est encore les débits qu'on peut avoir sur un smartphone si on utilise les résolutions 480p ou qu'on limite les données. HD, c'est passé à 3 gigaoctets par heure, et on voit que la 4K qui se démocratise, ça pourrait augmenter jusqu'à 7 gigaoctets par heure. Donc on a vraiment un facteur 10 entre la définition standard qui était assez classique, je dirais, la majorité, il y a même seulement 5 ou 10 ans, et qui maintenant va peut-être passer à la 4K avec du coup une explosion du débit nécessaire. Donc ça se reflète aussi dans les applications les plus gourmandes en débit au niveau mondial, donc Netflix et YouTube qui sont les deux premières, et la catégorie vidéo qui représente dans cette étude 66% du volume total de données.
Et c'est là où on s'aperçoit vraiment que l'effet rebond absorbe vraiment les gains d'efficience énergétique qu'on peut avoir. Donc, on a réduit la quantité d'énergie nécessaire pour les data centers, on a optimisé les data centers au niveau de leur refroidissement, mais en parallèle, on a une augmentation des usages. Donc, le streaming vidéo, c'est vraiment ce qu'on voit actuellement. Les jeux vidéo, probablement, c'est ce qu'on va voir ces prochaines années avec de plus en plus de cloud gaming, de jeux vidéo en ligne, où on n'a pas forcément besoin d'avoir le jeu de manière physique sur sa console, mais on peut jouer directement sur un serveur distant. Et la réalité virtuelle ou augmentée avec le métaverse de Mark Zuckerberg pour Facebook, qui là, du coup, auront vraiment des besoins en débit ultra importants pour avoir des interactions en temps réel dans des univers 3D modélisés. On a l'augmentation des débits par usage. Donc là, c'est aussi, pour prendre l'exemple de TikTok, en fait, voilà, c'est des courtes vidéos, mais le fait de scroller de courtes vidéos en courtes vidéos, on peut atteindre jusqu'à quasi 1 gigaoctet par heure pendant son utilisation. Donc, c'est vraiment des usages aussi qui poussent, entre guillemets, à l'augmentation de vraiment aller très régulièrement dessus et scroller en permanence, ce qui va provoquer des usages et des débits très, très importants. Tout ça, ça va avoir forcément une pression sur les réseaux et les fournisseurs d'accès Internet avec des limitations ou des réseaux qui vont être limités sur si ces usages importants se multiplient. Et je pense qu'à un moment, il faudra vraiment se poser la question de la priorité des services. Alors, je mets l'exemple de la télémédecine versus Netflix, mais il y avait eu au début de la pandémie Netflix qui avait dû limiter sa bande passante parce que du coup, beaucoup de gens restaient à la maison et regardaient des séries sur Netflix. Et les visioconférences qui étaient aussi nécessaires en parallèle pour beaucoup d'employés, du coup, avaient une qualité qui pouvait être péjorée selon les heures de la journée. Si on regarde un peu plus en détail, en fait, ces usages ne proviennent pas de manière uniforme de tous les usagers. On s'aperçoit qu'en fait, il y a 8% des usagers qui vont être responsables de 55% du volume de données, qui sont ici les usagers qui sont nommés comme excessifs, et 12% des usagers qui sont des gros consommateurs de données, qui sont encore responsables de 20% du volume. Donc, on s'aperçoit que seulement 20% des usagers vont être responsables de 75% du volume de données. Donc, c'est vraiment limité à un petit faible pourcentage des fois des usagers, mais qui vont avoir un impact énorme au niveau des fournisseurs de services, des problèmes de débit en soirée ou lorsque tout le monde se connecte. Ça va du coup poser un certain nombre de problèmes. Donc, si on regarde plus en détail, donc on voit que les usages évoluent. Donc, maintenant, on a de plus en plus de vidéos HD, on passe à la vidéo 4K, qui amène une pression sur les fournisseurs de données, ce qui va provoquer un effet d'usage qui va demander aux fournisseurs de services d'augmenter leur infrastructure, enfin fournisseurs télécom. Donc actuellement, on est en train de déployer la 5G principalement pour ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent des vidéos en ligne ou du jeu en ligne sur leur smartphone, et la 4G commence à saturer selon les endroits. Et quand bien même la 5G est bien plus efficiente au niveau énergétique, donc vraiment la 5G est plus efficiente par mégaoctet au niveau énergétique que la 4G. Mais le souci, c'est que grâce à cet effet d'infrastructure, on va pouvoir multiplier les nouveaux services et avoir un effet d'offre avec peut-être le déploiement du métavers en mobile ou de plus en plus de jeux mobiles ou de vidéos en ligne qu'on ne pourrait pas actuellement faire passer sur la 4G, mais qui va peut-être être possible grâce à la 5G. En tout cas, il y a de plus en plus de fournisseurs de services qui réfléchissent à ces nouveaux services possibles. Et si on parle de 4G, 5G, c'est aussi qu'on ne remplace pas la 5G par la 4G, mais on rajoute une couche d'infrastructure. Donc, on garde la consommation du réseau actuel 4G, en tout cas pendant quelques années, et on rajoute un réseau par-dessus. Une dernière petite question, je crois que c'est la dernière de la présentation. C'est pour un peu avoir une idée d'où provient l'impact au niveau des usagers du numérique. Donc, est-ce que c'est les terminaux utilisateurs? Est-ce que c'est les réseaux avec les fibres optiques, les modems, etc. Ou est-ce que c'est plutôt au niveau des centres de données? Alors,
En fait, donc on a cette impression des fois que c'est des centres de données, puis c'est vraiment des bâtiments énormes avec des millions de serveurs, etc. Mais comme je disais, ils sont vraiment optimisés pour consommer le moins d'énergie possible et ils tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils vont peut-être pas remplacer les équipements trop régulièrement, mais les utiliser au maximum. Par contre, on va rentrer plus en détail sur les appareils, mais c'est au niveau des terminaux utilisateurs qu'on va avoir le plus d'impact. Donc, si maintenant, du coup, on s'intéresse au côté appareil et équipement utilisateur du numérique, on voit qu'on a une explosion des équipements avec entre 2018 et 2023 jusqu'à 10% d'augmentation des équipements, en tout cas en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Et puis, si on réfléchit à la question du début de la présentation, je pense que la majorité des gens avec beaucoup moins d'appareils connectés il y a même 5 ou 10 ans. Il y a une étude, par exemple, qui a fait un exemple des appareils connectés possibles dans un foyer de 4 personnes. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, on va avoir environ 4 smartphones, donc un smartphone par personne du foyer, 2 ordinateurs, soit ordinateur portable, ordinateur fixe. Évidemment, il y a peut-être des tablettes par-dessus, 1 à 2 liseuses électroniques pour les gens qui lisent, des modems ou des répétiteurs Wi-Fi pour avoir le Wi-Fi partout dans la maison, une imprimante scanner, une console de jeu, 3 télés connectées ou en tout cas une ou quelques télés connectées, un NAS, donc un système de stockage en ligne, un thermostat intelligent ou plusieurs, trois enceintes connectées, un compteur électrique connecté, des voitures qui maintenant sont des objets connectés vu que la plupart sont connectés, tout ce qui est smartwatch, appareil de sport connecté, balance électronique, balance connectée, des LED connectés dont on peut changer la couleur. Enfin, il y a un certain nombre de personnes maintenant qui ont ce type de LED, etc., etc. Donc, on voit qu'on a vraiment une explosion maintenant actuellement des appareils électroniques et des appareils principalement connectés qu'on peut avoir à la maison. Je n'ai pas cité frigo connecté, lave-linge connecté, c'est quand même assez peu courant actuellement, mais beaucoup d'industriels réfléchissent à comment connecter tous ces appareils. Si on regarde concrètement l'impact d'un de ces objets, qui serait une télévision 30 à 40 pouces, donc c'est là, on va voir que la majorité de l'impact, donc là, ils sont concentrés sur l'impact climatique. Donc ça va venir de la production des matières premières et de l'extraction des matières premières. Donc on a besoin vraiment d'une énergie énorme pour toutes ces mines et extraire ces matières premières. Ensuite, il y aura l'approvisionnement des usines, l'assemblage, la distribution, l'utilisation, donc l'électricité dont on a besoin pendant l'utilisation de la télé. Et en fin de vie, il y a un peu de recyclage qui va permettre de diminuer un peu cet impact. Mais si on regarde de manière globale, ça a été estimé par l'ADEME, c'est une étude de l'ADEME à 374 kg d'équivalent CO2, ce qui correspond à un aller-retour en avion Paris-Nice. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que maintenant, la plupart des gens sont conscients que l'aviation a un gros impact et que faire un aller-retour Paris-Nice, on a un impact important sur la crise climatique. Je ne suis pas encore sûr que la plupart des gens qui achèteraient une télé neuve auraient l'impression de faire un trajet en avion Paris-Nice en même temps qu'ils achètent leur nouvel équipement. Du coup, pour revenir sur l'impact global, donc je vais prendre des chiffres de plusieurs études. Ce n'est pas toujours les mêmes chiffres, mais les ordres de grandeur sont plus ou moins similaires. Donc là, c'était une étude du Shift Project qui a estimé que 75%, donc si on regarde les chiffres, c'est à peu près 75% de l'impact qui est dû aux appareils utilisateurs, que ce soit dû à la production ou à l'utilisation. Les centres de données, environ 14%, et les réseaux, 11%. Donc c'est là où on voit que la grande majorité d'impacts sont vraiment au niveau des appareils. Ça, c'est des chiffres de l'ADEME, mais qui vont dans le même sens. Donc, pour les appareils, c'est entre 65 à 90% de l'impact environnemental. Ça dépend un peu de l'indicateur environnemental qu'on regarde. Donc, pour le changement climatique, ce serait peut-être plus au niveau de 65%, mais pour les ressources, ça sera probablement plus au niveau de 90%. Les centres de données, pareil, en fonction des indicateurs, ça va être entre 4 et 22%, et les réseaux entre 2 et 14%. Et si on regarde plus en détail, quelle est la phase qui est la plus gourmande au niveau des appareils, ça va être la fabrication. Donc, ça va représenter jusqu'à 78% de l'impact environnemental. C'est dû à la fabrication. Surtout du fait que toutes ces extractions et ces usines sont dans des zones où il y a
encore beaucoup de mix énergétiques fortement carbonés, qui soient liés au charbon ou aux énergies fossiles. Donc, c'est vraiment ça qui va alourdir l'impact au niveau de la fabrication. Ensuite, 21%, ça va être l'usage, donc la consommation électrique de l'appareil, d'où l'intérêt de garder son appareil le plus longtemps possible, parce que c'est vraiment 80% de l'impact qui a déjà été créé quand on l'achète. Maintenant, je vous propose de rentrer peut-être plus concrètement dans un ou deux exemples. Donc, on me demande souvent à la fin de ce genre de conférence des questions ultra concrètes. Donc, est-ce que c'est mieux d'envoyer une newsletter par Internet ou d'envoyer un courrier papier? Alors, je vais vous dire que je ne peux pas répondre à la question. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de cas. Donc, le papier qui est utilisé, est-ce que les gens habitent loin ou pas? Est-ce que la newsletter est envoyée depuis un serveur qui utilise de l'énergie renouvelable, etc. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de critères. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a l'ADEME qui a sorti en fin d'année passée une étude sur l'évaluation de l'impact environnemental de la digitalisation des services culturels. Et je vais me concentrer sur un des exemples. Il y a une partie des informations qui vont venir de l'étude de l'ADEME et puis d'un webinaire qui avait été présenté à ce sujet par la PCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. Et vous avez les références vers le dossier, le webinaire, quand vous recevrez la présentation, si vous voulez voir l'intégralité des cas d'études. Donc, ils ont étudié 4 services culturels qui sont de plus en plus numérisés, qui est lire un livre, écouter de la musique, regarder un film ou jouer aux jeux vidéo. Moi, je vais me concentrer surtout sur lire un livre. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le livre papier est toujours beaucoup utilisé, il y a de plus en plus de gens qui lisent sur des écrans numériques, donc que ce soit liseuse, smartphone, tablette ou ordinateur. Et ça augmente assez régulièrement. Donc, c'était 8% en 2018 qui avaient lu un livre sur un écran numérique et c'était 17% en 2022. Maintenant, voilà, c'est là ce que j'expliquais. C'est des études qui sont assez complexes parce qu'en fait, pour savoir l'impact de ce genre d'études, on doit vraiment regarder toutes les étapes du cycle de vie. Donc, on doit regarder l'extraction de matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation, et puis au niveau de la fin de vie, selon si c'est enfoui, brûlé, etc., ou si on peut recycler de données, quel va être l'impact. Ce qui est aussi important dans ce genre d'études, c'est de ne pas se concentrer seulement sur l'empreinte carbone ou l'impact climatique, mais aussi de regarder plusieurs indicateurs, donc que ce soit la santé humaine, la qualité des écosystèmes, l'empreinte sur l'eau ou l'empreinte au niveau des ressources naturelles. Ce qui est important ici, c'est de regarder vraiment plusieurs indicateurs, comme ça on évite des effets néfastes qui seraient on optimise l'empreinte carbone pour le climat, mais on détruit l'écosystème à un autre endroit. Le périmètre d'étude, donc ça c'est un peu pour montrer la structure ou l'architecture derrière d'un service numérique, comme j'ai un peu montré tout à l'heure. Et du coup, si on veut étudier qu'est-ce qui est le mieux entre un livre électronique ou un livre papier, on doit vraiment tout regarder. Donc on doit regarder depuis les centres de données jusqu'au réseau, que ce soit le réseau Wi-Fi, le réseau mobile, la box Internet à la maison, jusqu'aux équipements. Dans le cas de la lecture, ce sera la liseuse électronique. Donc là, c'est le scénario qui a été étudié dans ce cadre-là, qui est d'un côté un scénario physique. Donc, ils ont pris l'exemple d'un roman de 300 pages en France. Donc, dans le cas du scénario physique, on va devoir regarder le livre papier, donc quel a été l'impact de la fabrication, l'impact du transport, l'impact au niveau de l'utilisation, qui est assez faible. Donc, ils n'ont pas considéré l'éclairage pour lire le livre, etc. Donc, c'est vraiment juste le livre papier en soi. Et la fin de vie, donc peut-être ça va être brûlé ou jeté. Au niveau des scénarios numériques, ils ont regardé 3 scénarios, donc une liseuse électronique ou le fait de lire sur une tablette. Et dans ce cas-là, ils ont identifié 2 cas, donc une tablette qu'on utiliserait de manière classique pour plein d'autres choses, regarder ses mails, surfer sur Internet, etc. Ou une tablette dédiée qu'on n'utiliserait que pour lire des livres électroniques, qui n'est pas forcément un scénario très réaliste, mais qui est intéressant pour voir l'impact que ça aurait. Et ben voilà, comme je l'ai dit, pour ces 3 cas-là, on va devoir regarder pour le data center, pareil, la fabrication, le transport, l'utilisation, la fin de vie, mais aussi la même chose pour les réseaux et la même chose pour l'appareil, que ce soit la liseuse ou la tablette.
Là, on se rend compte que, du coup, déjà, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer. Et ensuite, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur certaines données. Donc, les centres de données, c'est assez difficile actuellement. C'est un domaine assez récent. Donc, commence à y avoir des chiffres sur l'impact d'un centre de données. Mais c'est vraiment des domaines d'études qui sont assez récents et du coup, il y a un certain nombre d'incertitudes sur ces données. Les données ne sont pas toujours publiques. En tout cas, les gros fournisseurs de centres de données communiquent très peu sur leur consommation électrique de leur centre de données et l'efficience de ceux-ci. Au niveau du réseau, on va devoir également avoir des chiffres sur l'impact du réseau fixe ou du réseau mobile. Donc, dans leurs hypothèses, ils ont pris le réseau fixe. On doit estimer un poids de livre numérique. Donc voilà, ils l'ont estimé à 3 mégaoctets, mais c'est vrai que selon le livre qu'on a, s'il y a beaucoup d'illustrations, ça pourrait être encore différent. Pour le nombre d'utilisations, c'est là où il va y avoir les hypothèses qui vont avoir le plus d'impact et qui sont les plus difficiles à vraiment imaginer. Donc, ils ont pris dans le cas du livre papier 2 utilisations. Et on va voir, ils ont fait des scénarios un peu extrêmes pour voir la différence que ça ferait si on utilisait le livre une seule fois ou si on prêtait le livre ou le rendait pour avoir jusqu'à 5 lectures. Au niveau des appareils électroniques, ils ont estimé des durées de vie de 5 ans pour la liseuse et 3 ans pour les tablettes, avec environ 5 livres par an lus sur une liseuse, qui étaient des chiffres qu'ils ont eu d'un sondage apparemment. Puis ils ont fait différents aussi comparaisons pour vérifier l'impact avec un seul livre lu par an ou 20 livres. Du coup, si on regarde l'impact, donc là, toujours en se concentrant sur seulement ces 2 impacts qui sont le changement climatique et les ressources, donc on voit que lire sur la liseuse numérique avec les hypothèses qui ont été présentées, ça a un impact beaucoup plus important au niveau plus important au niveau du changement climatique et beaucoup plus important au niveau des ressources. C'est vrai que voilà, un livre papier, ça va principalement utiliser des ressources renouvelables qui sont le papier et les arbres, tandis que ça ne sera pas le cas pour une liseuse électronique. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé ces 2 cas et puis ils se sont demandé à quel moment ma liseuse devient rentable. Du coup, combien de livres je dois lire sur ma liseuse pour avoir l'équivalent de l'impact que j'aurais eu en achetant des livres neufs. Donc là, c'était vraiment l'exemple en achetant des livres neufs, qui serait très différent si on achète des livres d'occasion. Donc, on se rend compte que pour le changement climatique, la liseuse sera amortie au bout de 50 lectures. Par contre, si on regarde au niveau des ressources qui ont été nécessaires pour la fabrication de la liseuse, là, on sera au niveau de 200 lectures nécessaires. Ensuite, si on change l'hypothèse du livre papier qui sera lu 2 fois, donc il va être 2 fois plus efficace, on passe à 100 et 400 lectures respectivement. Donc c'est là où on s'aperçoit que la liseuse va vraiment falloir probablement un certain nombre de lectures, enfin un lecteur intensif pour, si on regarde que les indicateurs climat et ressources pour le rentabiliser. Alors, il y a un certain nombre de limitations qui sont liées à l'étude. Le but de l'étude, c'est pas forcément d'avoir des chiffres complètement exacts, parce qu'il y a un certain nombre d'incertitudes, mais d'avoir des ordres de grandeur qui permettent de voir à quel point c'est utile ou quel est l'impact. Donc là, ils sont vraiment partis d'un livre grand format neuf. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas considéré le cas d'un livre de poche qui va utiliser moins de ressources papier, donc qui serait plus efficace au niveau du livre papier, et surtout le nombre de réutilisations. Donc, ils n'ont pas pris le cas non plus d'une bibliothèque où les livres sont vraiment utilisés de nombreuses fois. Et ils n'ont pas pris l'effet rebond, qui pourrait être que voilà, ma liseuse numérique est optimisée au bout de 50 livres, mais du fait que c'est facile à télécharger, je vais peut-être lire beaucoup plus de livres que ce que j'aurais lu sur un livre papier. Du coup, on compare des choses qui sont plus forcément exactement le même cas d'utilisation. Et pour illustrer ça, c'est intéressant de regarder l'exemple du DVD du streaming. Donc, en France, il y avait en 2012 environ 847 millions d'heures de vidéos en DVD visualisées et 4 milliards 270 millions de vidéos en ligne. Entre 2012 et 2020, on a vraiment eu l'explosion du streaming et du coup la baisse de DVD. Donc, le nombre d'heures sur DVD a été divisé par 2. Et par contre, il y a eu une augmentation de plus par 4 de la vidéo en ligne. Si on compare une heure de vidéo sur DVD par rapport à une heure de vidéo streaming, le streaming va être plus efficient
parce qu'on n'aura pas besoin de fabriquer le DVD, le transport du DVD, tout ce qui est le magasin qui va vendre le DVD, le transport jusqu'au magasin, etc. Donc, alors c'est des chiffres très estimés, mais c'est environ 224, par exemple, de grammes CO2 équivalent pour 1 heure de DVD et seulement 77 pour le streaming. Par contre, si on compare l'impact global de la vidéo en DVD par rapport à la vidéo en streaming, on voit qu'on a eu environ 176% d'augmentation de l'impact global de la vidéo en France entre 2012 et 2020, du fait que le streaming permet de tous les soirs regarder une série sur Netflix, par exemple, alors qu'on n'aurait pas acheté autant de DVD ou on n'aurait pas loué autant de DVD ou emprunté autant de DVD à la bibliothèque. C'est là où l'effet rebond, dans ce cas-là, fait plus qu'absorber les gains d'efficience du streaming, mais va avoir un effet plus négatif. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques bonnes pratiques qui sont, voilà, vous repartiez quand même avec quelques bonnes pratiques que vous pouvez garder en tête. Donc, comme on l'a vu, c'est vraiment au niveau de ce qu'on peut faire au niveau individuel, c'est garder son appareil le plus longtemps qui va être le plus pertinent. Et puis, des moyens de garder l'appareil le plus longtemps, ça peut être de bien le protéger, donc acheter une protection d'écran, etc. De le réparer dans le cas où il est cassé, ce qui peut permettre d'allonger la durée de vie, ou de remplacer la batterie, par exemple, pour allonger la durée de vie d'un appareil qui fonctionnerait très bien, sauf la batterie. Et dans le cas où on a besoin ou envie de changer quand même de téléphone, il y a toujours aussi la possibilité d'utiliser des appareils reconditionnés ou de seconde main. L'autre angle, qui serait l'angle lié aux usages, ça serait de mettre à jour les paramètres. Donc, c'est toujours plus facile si on peut mettre à jour des paramètres par défaut plutôt qu'à chaque fois changer. Mais il y a un certain nombre de paramètres qu'on pourrait utiliser. Par exemple, il y a des modes d'économie de données sur mobile selon les applications. Je sais que YouTube permet ce mode-là. Désactiver la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux qu'on utilise. Donc, c'est vrai que, par exemple, que ce soit Facebook ou même LinkedIn, sur la homepage, ils vont lancer par défaut toutes les vidéos, alors qu'on va seulement regarder probablement 5% et probablement que quelques secondes. Par contre, il faut aller dans les paramètres, essayer de trouver où est ce paramètre qui n'est pas activé par défaut. Et si vous regardez des webinaires en replay sur YouTube, pas hésiter à des fois diminuer la résolution de la vidéo, qui a un impact assez faible sur la qualité d'usage dans la grande majorité des cas et qui va vraiment diminuer l'impact. On se rend compte que les débits sont souvent x4 quand on augmente la résolution à chaque étape. Et voilà les références principales qui ont été utilisées que vous pourrez voir quand vous recevrez les slides. Et maintenant, si vous avez des questions, je prends volontiers les différentes questions. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, si jamais je précise que j'enverrai votre présentation, votre PowerPoint aux personnes qui ont participé à la conférence, si ça vous intéresse. On a déjà eu une question pendant la présentation de Elisabeth Bullman-Herzog qui demande: est-ce que le rapport Sandrine ou un autre évoque la géographie des usages, volume et type, consommation Internet selon le lieu, dans le sens montant ou descendant? Oui, alors il y a le rapport Sandin qui s'appelle Internet Phenomena 2022 ou 2023. Je ne sais plus si mettre la date de l'étude ou la date de publication. Mais il y a en tout cas par grande région. Donc, il y aura pour les États-Unis, l'Europe et Asie, par exemple. Et on voit que ce n'est pas toujours les mêmes applications qui sont dans les plus gourmandes. Par exemple, TikTok, maintenant, ça se multiplie. Mais à une époque, TikTok était très, très fort en Asie au niveau des usages et un peu moins en Europe ou aux États-Unis. Donc, ouais, dans ce rapport-là, il y a vraiment par grande région. Alors, ce n'est pas par pays, mais c'est par grande région géographique. Et il y a à la fois les débits montants et descendants, en effet. Merci. Corinne Weber qui demande: que pensez-vous du BYOD, c'est au Bring Your Own secondaire 2, Device. imposer les laptops portables aux élèves? Alors, moi, je pense que c'est bien de ne pas multiplier les appareils. Alors, ça va vraiment être au cas par cas, je pense, selon les professions, mais c'est a priori bien, vu qu'une grande partie de l'impact vient des appareils, de ne pas multiplier les appareils, donc de ne pas avoir un smartphone
personnel et un smartphone professionnel, mais de pouvoir utiliser le même, quitte à avoir 2 cartes SIM. On peut facilement en bloquer une le week-end. Donc, il y a d'autres questions. Je pense que si on fait ça, il faut en effet réfléchir à comment pouvoir bloquer les notifications en soirée et le week-end. Mais au niveau de l'impact brut de l'appareil, ça va vraiment être intéressant de ne pas multiplier les différents appareils. Et l'autre partie, c'était sur les laptops aux étudiants. Alors, moi, je travaille à l'école d'ingénieurs d'Yverdon. Donc, en effet, les étudiants ont forcément besoin d'un laptop puisqu'ils ont des cours de programmation et autres. Selon les cas d'études, je pense qu'en effet, c'est des fois un peu suréquiper les gens que de leur donner toujours accès à un laptop personnel. Alors ça me fait sourire parce que ça fait un moment qu'on milite ici à Bibliomédia, parce qu'en fait, on utilise nos appareils personnels et puis on essaye on demande à notre hiérarchie qu'elle nous achète. Il y avait 2 directeurs qui sont là, qu'elle nous achète des appareils qu'on puisse utiliser à Bibliomédia pour ne pas utiliser les nôtres. Ben, Ouais. On a fait tout pour. Bon, enfin, Mais je pense que ça dépend vraiment des cas d'usage. Par exemple, nous, je sais que ça avait été discuté au conseil communal, par exemple, pour les assistants sociaux, qu'ils puissent utiliser leur propre appareil pour ne pas payer des abonnements. Mais je pense que c'est vraiment le cas où si on a des adolescents ou des jeunes conçus qui nous appellent au milieu de la nuit ou le week-end, que ce n'est pas gérable. Donc, il y a vraiment des cas où ça peut être très utile ou nécessaire au point de vue séparation vie privée, vie professionnelle d'avoir 2 appareils. Mais voilà, sur d'autres cas, ça peut être intéressant d'essayer d'utiliser un seul appareil avec des règles assez encadrées pour pas que ça déborde trop. Commentaire de Camille Mottier qui dit « J'ai un peu de peine avec le terme rentabiliser. Quand on parle de quel support, usage choisir, on reste dans une vision capitaliste qui est complètement incompatible avec une vision durable. Est-ce que c'est vraiment le bon mot à utiliser? Faudrait-il parler de choix moins pires ?» Alors, du coup, je suis assez d'accord. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question même si le but, c'est pas forcément de rentabiliser la liseuse, mais on se rend compte dans le cas de la liseuse électronique que ça va être très difficile de compenser l'impact qui a été donné par la fabrication de la liseuse. Donc, je pense que c'est intéressant dans le cas où plein de gens aimeraient acheter une liseuse juste parce qu'il y a du marketing pour passer au livre électronique, ou que c'est cool de lire sur un livre électronique, de se rendre compte ou de leur expliquer que voilà, elle ne sera jamais environnementalement rentabilisée. Donc, il y aura un impact qui sera vraiment très fort par rapport à lire un livre papier s'il lit seulement quelques livres par an. Par contre, en effet, je pense que la question de la sobriété numérique, c'est vraiment une question qu'on doit se poser de plus en plus. Et du coup, de peut-être limiter le nombre d'heures de streaming ou limiter les questions sur les nouveaux usages qui ne sont pas forcément pertinents. Donc, il y a tout ce qui est la réalité virtuelle qui est de plus en plus actuelle, mais en fait, il n'y a pas d'usage. Donc, c'est vraiment une technologie qui existe et les entreprises essayent de chercher à quoi ça pourrait servir. Mais je pense qu'à un moment, il faudra réfléchir dans le sens inverse, plutôt avoir une vraie question d'usage ou de service nécessaire et se demander quelle serait la meilleure technologie. J'ai l'impression qu'avec le métaverse ou la réalité virtuelle, on va vraiment dans l'autre sens, qu'on a une technologie qu'on trouve intéressante. On ne sait pas encore à quoi ça va servir et on fait tout pour essayer de trouver des usages sans réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Une autre question d'Elisabeth Bullman-Herzog qui dit « D'après vous, quelle sensibilisation pourraient faire les producteurs, productrices d'informations comme Netflix, entreprise qui fait de la com, etc., auprès des usagers, usagères, clients, clientes ou de leurs propres équipes qui créent l'information ?» Alors, je pense qu'il faudrait qu'ils sortent un peu de l'angle seulement efficience. Donc, Netflix fait des gros progrès pour diminuer les débits tout en gardant la même qualité de vidéo. Donc, ça, c'est d'un côté bien. Par contre, ils vont quand même pousser à l'usage. Donc, pour tous les gens qui utilisent Netflix, ça passe automatiquement à l'épisode suivant. On est vraiment poussé à regarder des heures et des heures de vidéos. Et au niveau de l'information, je pense que c'est presque les fournisseurs télécoms qui pourraient rappeler aux gens la quantité de données qu'ils ont utilisées. Donc, c'est une chose qu'on n'a plus vraiment conscience maintenant qu'on a des abonnements illimités. Mais à une époque, on avait peut-être 4 gigas par mois et du coup, on se rendait compte que voilà, on devait limiter son usage pour pas atteindre le montant maximum de notre forfait de données. Après, au niveau, du coup, dans ces entreprises, l'autre chose qu'elles pourraient faire, c'est diminuer les paramètres par défaut. Donc, YouTube, par exemple, assez facilement, ils vont essayer de mettre la résolution maximale de la vidéo qui est possible en fonction de notre connexion.
ça pourrait être intéressant que ça commence plutôt en basse résolution pour la lecture, et si vraiment il y a besoin de lire un texte ou qu'il y a besoin d'une résolution plus haute, que l'utilisateur doit faire le travail de changer la résolution. Actuellement, c'est l'inverse. Si on veut réduire son impact, on doit réduire la résolution, mais par défaut, ça va être la résolution la plus grande. Et l'autre point, je pense que du coup, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites au niveau politique. Donc, ça bouge un peu en France avec les indices de réparabilité, où maintenant les fournisseurs d'accès Internet qui doivent indiquer l'impact CO2 et la quantité de données consommées par les utilisateurs. Donc, il y a ces choses-là qui pourraient être faites, qui pousseraient un peu du coup derrière les services à diminuer leur consommation. Merci. Une question de Katia qui demande: est-ce que l'impact sanitaire est aussi pris en compte dans les usages du numérique? Je ne pense pas que le développement du numérique à l'école, par exemple, soit une tendance à poursuivre. Pareil pour l'impact de la 5G. Alors, donc, dans les analyses de cycle de vie classiques, il y a un certain nombre d'impacts sanitaires qui vont être pris sur l'écotoxicité. Donc, ils regardent un peu tout ce qui est mercure. Alors, je ne connais pas les détails, je ne suis pas expert en analyse de cycle de vie, mais ils vont regarder un peu la pollution des eaux et puis tout ce qui est ces métaux toxiques, donc l'écotoxicité, tout ce qui est rejeté dans l'environnement dans les différentes étapes de fabrication. Par contre, pour l'instant, ils ne s'intéressent pas du tout au niveau des ondes, parce que voilà, c'est un débat qui n'est pas encore tranché non plus au niveau scientifique, et il n'y a pas d'indicateurs dans les bases de données actuelles qui permettent facilement de suivre cette évolution. Donc, il y a un des indicateurs qui va être l'écotoxicité qui s'intéresse à la santé humaine, mais voilà, pas forcément à tous les aspects possibles. Une autre question d'Elisabeth Bullman-Hertog qui dit: quel lien pourrait-on envisager entre les formations gestion de l'information et IT pour faire progresser la connaissance sur le sujet? Alors, il y a de plus en plus alors, je dirais que c'est déjà vraiment un sujet qui est assez récent, mais par contre qui devient de plus en plus grand public et dont on parle de plus en plus. Il y a seulement 4-5 ans, on parlait très peu de l'impact du numérique. C'était vraiment pas une question d'actualité. Depuis quelques années aussi, un peu à cause de la pandémie qui a augmenté ces usages, il y a de plus en plus qui est discuté dessus. Il y a maintenant, par exemple, l'Institut du numérique responsable qui va essayer de pousser le numérique responsable dans les entreprises, soit par des formations, soit par de l'accompagnement pour améliorer l'impact de leur numérique. Et c'est là où ça doit vraiment être porté par la direction de l'entreprise ou de l'association pour que ça devienne un sujet qui est vraiment transversal. Donc, ça touche beaucoup de domaines. Ça peut toucher les équipements, mais aussi les RH, les règles des employés, ça touche tous les employés. Donc, c'est vraiment une question qui doit être assez haut dans la hiérarchie d'une entreprise pour que ça puisse avancer. Question de Corinne Weber: comment sensibiliser les élèves 6 à 20 ans à l'impact des usages du numérique? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'en prenant des intervenants externes qui vont probablement faire des petites présentations, moi, ce que je trouve aussi très important pour les jeunes qui dépassent un peu la conférence que j'ai faite, mais c'est l'impact des données privées et qui est peut-être encore plus intéressant pour être sûr qu'ils maîtrisent un peu les données qu'ils rendent publiques ou pas. Je pense que c'est une des questions du numérique pour les jeunes. C'est vraiment de les rendre conscients au fait que tout ce qu'ils publient peut être public après, restera des années. Bien faire les rendre conscients aux paramètres de confidentialité, à l'utilisation de leurs données pour le ciblage publicitaire aussi, qu'ils se rendent compte que peut-être les publicités qu'ils voient sont vraiment ciblées pour les impacter. Et au niveau de l'impact environnemental, il faudrait pareil essayer de les rendre conscients au fait de ne pas multiplier les appareils, multiplier les usages. Voilà, je pense avec soit des intervenants externes, soit des présentations par les professeurs. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi impact des données privées qui est très important pour les jeunes. Valérie Pidou demande: quand on parle d'impact du numérique, ne serait-il pas intéressant d'y inclure l'impact social? Accès au numérique, impact sur les conditions de travail, d'apprentissage, etc. Alors moi, ouais, en effet. Là, je me suis limité forcément à l'impact de l'environnement, enfin forcément, parce que c'est le point que je connais le plus. Mais il y a beaucoup de questions sur la fracture numérique. Du coup, aussi le fait que par exemple, les plus de 60 ans ou les plus de 70 ans, il y a un certain nombre de services dont ils n'ont pas grandi avec le numérique, donc ils ont certaines difficultés pour certains services. Quand on voit qu'il
ils enlèvent par exemple les distributeurs de billets aux arrêts de transport lausannois, ça pose le problème de la fracture numérique pour un certain nombre d'usagers. Donc, il y a cette question du problème des usagers. Après, il y a au niveau de l'emploi. Donc, il y a aussi la question du suivi. Des fois, grâce au numérique, il y a la possibilité de suivre plus concrètement ce que font les employés. Donc, ce qui peut amener un stress supplémentaire ou une question d'essayer d'optimiser vraiment au maximum de la part de l'entreprise des processus avec un stress supplémentaire ou des nouveaux outils numériques pour des employés qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc, il y a en effet plein de questions au niveau social qui sont aussi pertinentes pour l'impact du numérique. Merci. Commentaire de Yumi Stéphane qui dit: je ne sais pas si vous avez mentionné dans votre bibliographie le livre de ce spécialiste des matières premières, Guillaume Pitron, L'enfer numérique. Alors non, je suis pas tombé dessus, mais en effet, il y a pas mal de ressources aussi sur le sujet de l'extraction de matières premières et autres qui sont. Je me suis pas beaucoup concentré dessus, mais en effet, il y a pas mal de questions là-dessus. La Bibliomédia, si jamais vous ma collègue. Katia Linda qui réagit: d'accord, je pensais surtout à l'impact cognitif sur les enfants. Ne serait-il pas bon de limiter le numérique à la fois pour des questions environnementales, entre parenthèses pollution, destruction des écosystèmes, émission des GES, mais aussi pour des questions de santé mentale? Alors, je ne suis pas du tout expert, donc moi, je suis assez convaincu au niveau personnel qu'en effet, ça serait bien de limiter les écrans. Il me semble qu'en Suède, j'ai lu dernièrement qu'ils étaient revenus en arrière où ils avaient essayé de mettre des écrans très, très tôt, dès l'âge de 3-4 ans, pour rendre toute une génération vraiment à l'aise avec le numérique. Et ils sont revenus en arrière en s'apercevant qu'il y avait peut-être des effets négatifs qu'ils n'avaient pas anticipés. Donc, en effet, je pense que l'outil numérique, faut sensibiliser les gens à l'utiliser assez vite parce que ça va devenir de plus en plus indispensable dans la vie de tous les jours. Et aussi les sensibiliser au niveau de l'esprit critique à quel est l'impact du numérique et autres. Par contre, il y a plein de choses qui peuvent se faire, pas forcément à travers un écran. On peut sensibiliser au numérique aussi sans être forcément à longueur de journée sur un écran. Et je pense qu'en effet, il y a l'effet de l'écran qui peut être pervers si c'est vraiment trop haute dose. Mais je ne suis pas du tout expert dans le sujet, donc je pense qu'il y a pas mal d'études de neurophysiciens ou autres sur ce domaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez encore souhaité poser du côté du public? Moi, j'ai une question peut-être un peu personnelle, mais j'ai trouvé que votre présentation était vraiment hyper intéressante et puis ça a appuyé, ça a mis le doigt sur certaines choses, je pense, dont on était déjà conscient et consciente, mais ça nous a aussi appris pas mal de choses qui sont un petit peu déprimantes. Comment est-ce que vous gérez, vous, ce côté, en travaillant dans ce domaine-là, un peu cette d'alarme Ça, la grande difficulté, c'est que du coup, moi, je suis plutôt fan de technologie, je dirais. Donc, il y a plein de domaines que je trouve ultra intéressants. Même la réalité virtuelle, techniquement, c'est ultra intéressant de travailler dessus. Mais c'est là où j'essaie de me dire, oui, mais j'essaie de réfléchir un peu et puis peut-être pas de lancer des projets là-dedans si je suis pas convaincu que ça va avoir un effet positif beaucoup plus important. Et puis après, voilà, on n'est pas parfait. Moi, j'utilise en permanence 2 écrans, donc j'ai un impact numérique qui est un peu plus important du fait d'être développeur informatique. Et puis ce que je trouve important aussi, c'est de garder quand même les ordres de grandeur. Donc c'est vraiment le numérique a un impact parce qu'on est tous beaucoup à l'utiliser en permanence. Par contre, si vous devez renoncer à regarder une série Netflix ou renoncer à un voyage en avion, renoncez plutôt au voyage en avion. Donc il faut garder en tête les ordres de grandeur. Par contre, c'est vrai que c'est aussi bien de se poser la question à chaque application, peut-être supprimer quelques applications sur ton téléphone qui utilisent beaucoup de données et qui libèrent aussi beaucoup de temps d'esprit. Donc, on a aussi un avantage des fois à supprimer certains réseaux sociaux parce que ça nous libère du temps disponible pour d'autres choses, que ce soit la lecture, se balader, aller courir, faire du sport. Donc, c'est vraiment, au quotidien, voilà, on fait des fois des choses bien, des fois des choses moins bien. Je pense que le but, c'est pas de culpabiliser trop les gens, mais d'être un peu conscient et puis de se poser les bonnes questions quand on doit changer de téléphone. Est-ce qu'on a vraiment besoin ou est-ce que c'est parce qu'il y a le marketing qui nous pousse à changer de téléphone alors que c'est pas forcément nécessaire. Marlène Grzesiak, pardon si j'ai mal prononcé, dit: je trouve que l'utilisation de votre application Carbonviz est utile pour se rendre compte de nos usages. Oui, alors du coup, ça, j'ai pas pris le temps trop de présenter, mais on a travaillé sur un petit plugin navigateur qui s'appelle Carbonviz,
à l'Institut qui va indiquer en temps réel quel va être l'usage, enfin l'impact de nos usages, et puis avec un historique, donc on peut voir les sites les plus gourmands, et c'est là où on va s'apercevoir que typiquement ça va être les sites de vidéos qui vont avoir beaucoup d'impact. Et si on réduit la résolution de la vidéo, il y a un impact en réel où il y a un peu moins d'activité de cette extension, qui permet aussi de voir que c'est important, enfin c'est un impact fort de réduire la résolution de la vidéo. Et le but, c'était vraiment de sensibiliser les gens, et puis de voir ce qui est possible de faire des fois sans diminuer notre qualité d'usage. Donc, typiquement, réduire la résolution des vidéos sans forcément dire aux gens qu'il ne faut plus regarder des vidéos sur YouTube ou des webinaires en ligne, mais qu'on peut diminuer un peu son usage. C'est vrai que cette question de l'impact des vidéos, elle est assez vertigineuse. Aussi parce que j'ai l'impression que maintenant, on nous pousse vers du tout vidéo. Si on pense par exemple aux réseaux sociaux, avant, c'était des photos, c'était des textes. Maintenant, avec TikTok, c'est de la vidéo. Et donc, Instagram s'y met, donc Facebook, j'imagine, s'y met aussi. Et puis, on parlait tout à l'heure Enfin, j'ai vu que l'impact de l'audio était aussi peut-être moindre. Mais en fait, si par exemple, on stream sur comment ça s'appelle, Spotify, ben, en fait, il y a d'office des vidéos qui viennent avec. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc où ça nous échappe. C'est assez... Oui, et puis du coup, c'est là où il faut aussi faire attention. Des fois, par exemple, pour un site web, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une vidéo de présentation de mon service? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Dans le sens où on va se sentir obligé d'en mettre une, mais peut-être ça apporte rien. Et puis, on fait passer de la même information avec seulement un texte ou une image ou un flyer. Donc, on pousse à la vidéo, mais c'est vrai que des fois, aussi de réfléchir à l'impact que ça a. On n'a pas forcément un meilleur impact avec une vidéo selon les cas. Déjà, une vidéo de 2 minutes 30, déjà, il y a peu de gens qui vont regarder l'intégralité de la vidéo. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Pour ça, on a aujourd'hui maintenant à Bibliomédia une formation. Alors, c'est une formation de biblioromandie sur TikTok. Et puis, je pense que les bibliothèques vont s'y mettre de plus en plus. Et puis, c'est vrai que c'est un peu une question. Mais c'est vrai que par contre, je pense qu'on est plus ou moins obligé d'y aller si on veut communiquer avec les jeunes et puis avoir un impact auprès de certains jeunes. Pardon, j'ai un peu perdu le fil. Katia Linda qui dit: question à tout le monde, les bibliothèques doivent-elles continuer à acheter des collections entières de e-books, des accès illimités à des plateformes de vidéos, etc. et favoriser ainsi une utilisation toujours plus grande du numérique? Alors, ça, c'est une bonne question. Céline Cerny qui dit: où trouver des astuces et conseils pour limiter l'empreinte numérique de nos messageries? Une liste de choses à mettre en place. Alors là, je n'ai pas forcément une liste concrète de choses à faire, mais c'est là où je trouve aussi que ça a pas mal évolué et qu'il faut faire attention à l'ordre de grandeur. Parce qu'à une époque, on disait vraiment nettoyer votre boîte mail, etc. Alors, ça reste intéressant de nettoyer ces vieux mails. Mais si on regarde, ce n'est pas ça qui va avoir beaucoup d'impact si c'est des mails de seulement quelques lignes, alors que ça va nous prendre des heures à aller dans sa boîte mail, vérifier l'historique et tout nettoyer. Donc, au niveau de la messagerie, ça reste de faire vraiment attention de ne pas envoyer de pièces jointes à la terre entière en copie. Et puis, de se désabonner des newsletters qu'on ne lit pas. Donc, de ne pas seulement supprimer, parce que ça arrive régulièrement de faire « OK, ça ne m'intéresse pas » au final, puis on ne se désabonne jamais. Donc, ça fait des milliers de mails qui sont envoyés pour rien. Mais c'est maintenant, quand on regarde les débits utilisés, le mail devient quasi marginal par rapport à tout ce qui est vidéo et audio. Donc, c'est vraiment pas... Enfin, si on doit mettre de l'énergie quelque part, il faut plutôt le mettre au niveau des autres usages. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir toutes les bonnes habitudes de les garder et de les continuer. Nous, par rapport à nos webinaires, est-ce qu'on les transforme en podcast ou en texte? Alors, du coup, il y a la solution du podcast qui est souvent intéressante pour pas mal de choses, mais ça doit être réfléchi en termes de podcast. Donc, c'est vrai que si on n'a pas le visuel derrière, on va peut-être expliquer les choses différemment. Par contre, en tout cas, moi, je suis fan de podcast et je trouve que c'est vraiment un moyen qui est très intéressant pour faire passer ce genre de messages comme l'impact du numérique ou d'autres questions, et qui peuvent être écoutés dans le train facilement, où on n'a pas forcément envie de regarder son écran et autres. Donc, je pense que alors, ça peut être une piste intéressante de réfléchir à transformer en podcast certains webinaires. Creuser. Yumi Stéphane qui dit: le gros enjeu concernant les plateformes de streaming est de savoir quel film se trouve sur quelle plateforme. Je ne connais pas de catalogue qui agrège ce type de données, donc pour l'instant, c'est une véritable jungle. Oui, il y a 2-3 sites qui avaient essayé à une époque, je crois, de faire ce genre de catalogue, mais en effet, c'est rarement un jour. Et le problème des plateformes de streaming, c'est qu'on va avoir la même chose qu'il y avait au début de la musique. Mais
il y a quelques années, il suffisait d'être abonné à Netflix, puis on avait accès à tout. Maintenant, avec les exclusivités, on va devoir être abonné à Netflix, à Disney+, à Amazon Prime, etc. Donc, ça multiplie encore d'autant plus le nombre de plateformes et l'impact de chacune d'elles. Est-ce qu'il y a encore des questions du côté du public? Corinne Weber qui dit: pour les écoles, il y a Nous TV qui répond à des demandes vidéo. Nanou TV, pardon. Merci beaucoup pour cette présentation et pour toutes ces informations qui sont très, très intéressantes. Un peu vertigineuses, comme je disais tout à l'heure. Merci pour l'invitation. On va digérer tout ça et essayer de mettre en pratique certaines de ces informations. Et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions du côté du public, on peut s'arrêter là. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'attention et l'écoute. Merci à vous. Et puis, donc, je vous enverrai par mail la présentation et puis le lien de la vidéo. Très bonne journée et puis déjà un bon appétit bientôt là. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.